chevaux, ils étaient contre la voiture au départ. Oui. Et ils étaient contre la voiture au départ parce que la voiture venait leur gâter leur business. Et quand eux, on leur demandait comment est-ce qu'ils voyaient l'avenir, ils voyaient plutôt le monde entier bondé de chevaux, où il y avait encore plus de chevaux dans les rues pour transporter les personnes. C'est comme ça qu'eux, ils voyaient le monde. Parce qu'ils étaient dans un lobby et ils voyaient que le business allait grandir et ils voulaient militer pour que le business grandisse. Tu vois? Donc, quand on est dans ce sens-là, on a sa vision, on voit les choses en satisfaisant, en tenant compte de ses intérêts et en sauvegardant uniquement ses intérêts. Maintenant, quand Henry Ford est arrivé avec la voiture, ils ont tout fait, ils ont combattu, mais les gens ont compris comment la voiture leur facilitait la vie, comment la voiture leur permettait de se déplacer plus rapidement, comment la voiture était encore plus démocratisée parce que d'une certaine façon, à l'époque, bien que quand ça sortait, c'était pour une classe bien précise au départ, mais ça s'est démocratisé un peu plus rapidement que les chevaux. Et c'est facile de scaler. C'est facile de scaler la voiture parce qu'on peut fabriquer les voitures autant que possible en une journée. Mais par contre, on ne peut pas mettre les chevaux sur le marché autant que possible parce qu'il y a ces limitations-là de naissance. Déjà, un cheval ne peut pas produire chaque jour. Et même s'il produit, il faut un certain nombre de temps pour que les chevaux soient mis sur le marché. Donc, c'était difficilement scalable ce business model. Et du coup, quand on a vu donc la voiture, moi je prends l'histoire de la voiture parce qu'ils sont venus redéfinir encore les pensées et la vision du monde. Parce qu'on était de l'autre côté avec les intérêts à défendre contre les chevaux et de l'autre côté avec la voiture qui est arrivée, ça a créé plutôt le business, même comme on disait que ça allait plutôt tuer les emplois parce que c'est ce lobby qui militait, il disait ok, la voiture, ça va tuer les gens qui élèvent, ça va tuer les gens qui construisent les chevaux, qui font les chevaux, qui prennent soin des chevaux et tout et tout et tout. Mais si on se rend compte à l'époque, si on se rend compte de maintenant et l'époque, on voit que la voiture a plutôt créé beaucoup plus d'emplois qu'on en avait quand il y avait cette époque des chevaux-là. Donc, le Bitcoin aujourd'hui est en train de passer par la même chose parce qu'on est déjà en train de faire les comparatifs, les narratifs entre le Bitcoin et le dollar et qu'on se positionne déjà avec les présidents qui viennent dire qu'ils pensent que le Bitcoin est en train de vouloir prendre la place du dollar et que lui, il milite que le dollar soit toujours accepté. Ça veut dire qu'ils sont dans un processus d'esclavagisation. Ils voudraient que certains pays soient esclavagisés parce qu'ils vont dominer avec leur monnaie. Parce que la monnaie, c'est la souveraineté d'un peuple, c'est la souveraineté d'un État. Et c'est donc comme ça, cette souveraineté des États qui est donc transférée à d'autres États et qui sont donc comme ça supérieurs d'un État à l'autre. Ils sont supérieurs parce qu'ils ont cette monnaie-là. Donc, quand sur le discours de Trump dit clairement que lui, il pense que le Bitcoin, c'est une arnaque parce qu'il ne peut pas défendre, parce qu'il pense que le dollar, c'est ce qui devrait être accepté encore partout, dans tous les commerces et tout, comme pour dire quoi, nous militons pour qu'il y ait certains peuples qui restent toujours assujettis au dollar. Et alors, c'est l'autre côté, c'est l'autre revers comme ça de la médaille de ce qu'il a prononcé. D'un côté, il est en train de dire que le Bitcoin, c'est une arnaque. Or, de l'autre côté, on peut voir que le Bitcoin, c'est quelque chose qui concurrence, qui tient déjà tête au dollar. Maintenant, avec les articles qui sont en train de sortir, avec la Chine qui est en train de dire, OK, c'est normal que les États, le discours des États est en fait compréhensible. Surtout des États qui produisent leur propre monnaie, surtout des États qui ont leur propre monnaie. Ils ne peuvent pas accepter donner le pouvoir à quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, à quelque chose dont ils ne dominent pas. C'est impossible. Donc, à s'attendre aujourd'hui que la Banque de France, par exemple, qui émet le franc CFA, vient dire que, OK, nous on accepte que les Africains utilisent le franc CFA. Ils ne peuvent jamais le faire, ils ne vont jamais le faire, parce que c'est donner le pouvoir comme ça dans quelque chose qui est, eux aujourd'hui, font leur pouvoir. Quand on dit aujourd'hui, les francs CFA doivent être coupés de... en fait, que les Africains doivent eux-mêmes produire les francs CFA, leur propre monnaie. Pourquoi depuis des années ce discours reste? Pourquoi depuis des décennies c'est un combat? Pourquoi ça reste toujours un combat jusqu'à aujourd'hui? Et vous pensez qu'ils vont se lever un beau matin comme ça et dire OK, bon, vous pouvez maintenant aller dans le Bitcoin? C'est impossible. La Chine aujourd'hui ne peut pas se lever et dire que bon, nous on accepte le Bitcoin. C'est impossible parce qu'ils sont en train de mettre leur monnaie. Et leur objectif derrière, c'est évident que c'est de tracer le yuan dans un moyen de retranchement parce que tout ce qui est numérique est traçable. Et comme c'est traçable,
n'importe quelle personne dans le monde entier qui aura le yuan, on sera au courant, on saura où ce yuan se trouve, qui a ce yuan, et on saura à quoi est-ce que ça a servi. Si ça a servi pour acheter le pain, si ça a servi pour acheter ne serait-ce qu'une boisson en bordure de route, si ça a servi ne serait-ce que pour faire une transaction d'un état à un autre, on le saura. Et c'est évident donc que les positions de ces gouvernements qui ont leur propre monnaie est déjà connue. Donc, ne vous attendez pas à ce qu'un jour Biden vienne dire que, OK, nous, on défend le Bitcoin, on soutient le Bitcoin. Ça veut dire qu'en fait, on est en train de transférer notre puissance monétaire à une décentralisation au peuple et que dorénavant, c'est le peuple qui a le pouvoir. Donc, c'est légitime. Et alors, on peut se dire, mais quel est donc l'avenir du Bitcoin, sachant que les États ne peuvent pas, à un moment donné, soutenir cela, ne peuvent pas soutenir le Bitcoin. Quel est donc l'avenir du Bitcoin? Et l'avenir du Bitcoin revient donc premièrement au pouvoir qu'a le peuple d'abord. On sait toujours que dans tous les cas, le peuple a toujours le pouvoir parce qu'au départ, c'est le peuple qui a donné le pouvoir et les États se sont créés. Il n'y a pas eu d'État avant d'avoir le peuple. Il y a eu d'abord le peuple et les États ont suivi. C'est pour dire que c'est le peuple qui a à un moment donné accepté qu'il y ait un État et qu'il soit assujetti aux lois qui seront définies par cet État-là. Donc la banque, c'est pareil. Il n'y a pas eu la banque avant le peuple, il y a eu le peuple avant la banque. Et la banque est venue dans l'optique de servir les intérêts du peuple. Et alors, comme le Bitcoin est et devient encore et demeure encore la monnaie du peuple, il est donc toujours évident que les objectifs du Bitcoin n'ont pas été compromis. Quel que soit ce qui est en train d'être dit présentement, les objectifs et les buts et les fondamentaux des crypto-monnaies n'ont pas été compromis. Et tant que ce n'est pas compromis, on peut donc se dire, le besoin reste toujours. Le peuple a besoin de quoi? Et le peuple peut donc pousser toujours ses intérêts au devant et cette adoption risque de suivre parce que ça va satisfaire toujours les intérêts du peuple, qui est même déjà le devoir de ces gens-là, qui est de satisfaire les intérêts du peuple, bien que ce n'est plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, les États et les gouvernements ne font plus les choses dans l'intérêt du peuple, mais plutôt dans l'intérêt des lobbies commerciaux, parce que c'est le commerce qui dicte le monde, c'est le commerce aujourd'hui qui définit même la direction dans laquelle le monde est en train de partir, et c'est donc le commerce qui définit même qui sont ceux qui seront dans nos États, dans nos gouvernements. C'est le commerce qui dicte cela. Et alors, les pouvoirs, les lois et tous ceux qui sont créés aujourd'hui, ça ne va plus dans l'intérêt du peuple, mais ça va plutôt dans l'intérêt de garantir les intérêts de ce lobby-là, de ce lobby qui est dans un cercle fermé. Parce que c'est ce lobby-là qui choisit même qui sera au pouvoir. Et nos présidents insuffisants dans le monde entier sont devenus des marionnettes. Quel que soit le pays, dans la majorité des pays, les présidents sont des marionnettes. Donc, maintenant, on peut se dire, j'allais arriver. J'étais encore en train de parler au niveau des États, au niveau des peuples, au niveau de même la création monétaire, c'est quoi et tout, au niveau de l'adoption, qui sont ceux qui créent l'adoption? Est-ce que c'est l'État qui crée l'adoption ou bien c'est le peuple qui crée l'adoption en fait? Donc, quand on rentre maintenant dans ce schéma de pensée, de voir que, ok, finalement, le pouvoir, qui détient le pouvoir? C'est le peuple ou bien l'État? C'est une grosse question qui reste encore posée et qui fait même les débats aujourd'hui. Si on est en train de débattre, même tel que nous sommes en train de débattre là, c'est justement parce que on est en train de se poser la question, qui sont ceux qui est celui qui a le pouvoir aujourd'hui? Et donc, dans ce pouvoir-là, c'est ce que j'ai déjà expliqué tantôt. Maintenant, la crypto-monnaie vient encore comme redonner le pouvoir au peuple. Il vient lui dire, ok, nous voulons créer un système où la gestion de l'argent n'est pas confiée à des êtres humains. L'être humain a déjà montré à suffisance ses limites. L'être humain est avare, l'être humain est cupide. Et dans cette cupidité-là, il est prêt à tout, même à sacrifier les intérêts du peuple qu'il a élu, juste parce qu'il est cupide. Il voudra donc satisfaire les intérêts d'une poignée de personnes parce que ces poignées de personnes-là, c'est leur intérêt qui les intéresse. C'est les intérêts qui comptent. Et alors, cette limite de l'être humain est donc déjà très, 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 très notable.
c'est notable dans plusieurs pays et dans plusieurs secteurs, sinon dans presque tous les pays. Quand on voit la corruption c'est un exemple, donc c'est un effet de cette cupidité-là. Les gens sont prêts à tout pour obtenir des choses. Et alors, confier l'argent aujourd'hui, encore la gestion de l'argent à un être humain, c'est encore aller dans ce même processus de pensée et de céder à cette cupidité-là encore. Et justement, la crypto-monnaie vient créer un système qui fait en sorte que la gestion de l'argent, la création monétaire n'est pas laissée à des individus parce que eux, en ayant la création monétaire, le pouvoir de créer l'argent, ils peuvent donc créer à l'infini et sans un contrôle du peuple même, sans un contrôle du peuple. Et le peuple aujourd'hui ne peut pas savoir quelle est la raison qui fait en sorte qu'on imprime de l'argent. Quel est l'argent qui est imprimé, ça sert à quoi effectivement? Quand on se demande pourquoi il y a autant de guerres dans le monde entier, pourquoi il y a autant de guerres, si ce n'est l'argent des gouvernements qui ont imprimé comme ça, qui financent le crime. On va dire aujourd'hui que la crypto-monnaie vient financer le crime. Mais la crypto-monnaie est arrivée il y a combien d'années? Il y a juste 10 ans, à peine 10 ans. Avant ces 10 ans, qu'est-ce qui finançait le crime? Les premières guerres mondiales, deuxième guerre mondiale et tout, c'était financé par les crypto-monnaies. Tous les crimes du côté de l'Afghanistan, du côté de l'Iran, du côté de Bagdad, tous les guerres qu'il y a dans le monde entier, les Boko Haram et bien d'autres là, qui sont ceux qui financent ça? Est-ce que c'est avec les crypto-monnaies? Non, c'est pas avec les crypto-monnaies. Donc, c'est chercher effectivement un bouc émissaire, donner une raison facile. C'est facile de dire que, ok, comme c'est anonyme, alors c'est la crypto-monnaie. Mais ceux qui croient à cela, ceux qui acceptent cela sont des personnes qui sont naïves, sont des personnes qui ne comprennent pas comment le monde fonctionne, sont des personnes qui sont très très malléables. Donc, dès qu'on leur dit quelque chose, ces personnes croient directement sans devoir faire leurs propres recherches et sans devoir analyser les choses. Je sais que tout le monde n'a pas cette capacité d'analyser là, mais il est toujours important d'analyser et ne pas prendre ce qu'on te dit pour acquis. Même ce que je suis en train de dire, vous ne devez pas prendre ça pour acquis. Ce sont des informations et vous pouvez aller confirmer en faisant vos propres recherches et que vos recherches vous mènent à soit ce que j'ai dit, soit ce que vous pouvez croire par la suite, justement. Donc, une fois qu'on a dit cela, le rôle de la crypto-monnaie, justement, c'est de redonner ce pouvoir au peuple, ce pouvoir qui lui était destiné jadis, mais qui a été volé. Et le pouvoir, donc, c'est ce qui fait en sorte que la crypto-monnaie vient dire, OK, moi, je veux être un système qui est transparent, qui permet de savoir comment l'argent est créé, combien d'argent on a en circulation, qui dépense quoi, où est-ce que l'argent circule. Ce sont les objectifs des crypto-monnaies. Et tant que ces objectifs restent et que le système reste de tel qu'il est aujourd'hui, la crypto-monnaie a donc toujours sa place parce que cette cupidité de l'être humain fera qu'on imprimera toujours quand il s'agira de résoudre des problèmes, à défaut de mettre la matière grise sur le sol pour essayer de trouver les solutions vraiment réelles et vraiment futuristes de nos problèmes. On va plutôt dans cette solution facile d'imprimer de l'argent. Et qui dit aujourd'hui imprimer l'argent, ça veut dire utiliser l'argent du futur dans le présent. C'est justement ce que ça veut dire. Imprimer de l'argent, ça veut dire voler au futur pour utiliser dans le présent. Et alors, c'est la génération future qu'on est en train de sacrifier. On sacrifie la génération future en essayant de résoudre un problème là présentement. Or, en faisant comme ça, ça veut dire que le pauvre ouvrier, le pauvre employé, il met les efforts, il consentit les efforts pour bâtir un patrimoine aujourd'hui, à créer de la richesse aujourd'hui, mais cette richesse ne vaudra rien à l'avenir. Et c'est pour ça que les personnes qui sont un peu intelligentes essaient donc de trouver autre chose qui va leur permettre de conserver de la valeur. Parce que le but du travail qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas de passer quelque chose qui n'a pas de la valeur à la prochaine génération. Parce que si c'était le cas, alors on sera en train de réinventer la roue chaque jour. On sera en train de créer les routes chaque jour. On sera en train de créer les édifices chaque jour. Vous voyez? Donc, l'objectif même de l'argent aussi, pourquoi ça ne devrait pas être le cas avec l'argent? Pourquoi l'argent se déprécie? Pourquoi l'argent
perd plutôt de la valeur et qu'on a besoin de se retourner vers les matières premières, vers les maisons, vers les choses qu'on a pour garder la valeur, pour préserver sur le long terme. Et si on arrive, et c'est donc pour ça que le coût de la maison évolue, c'est pour ça que le coût de la maison devient de plus en plus cher. La maison devient de plus en plus chère parce que les gens sont en train de vouloir garder de la valeur parce que la maison prend de la valeur avec le temps. Et comme ils veulent donc acheter quelque chose qui prend de la valeur et que tout le monde veut préserver sa valeur, préserver la valeur, on va donc dans l'optique d'acheter soit de la maison, soit des actions en bourse, soit des index et bien d'autres là. L'objectif derrière tout cela, c'est toujours de préserver de la valeur. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas, avec l'argent qu'on a aujourd'hui, garder cet argent-là et que ça possède encore de la valeur au fur et à mesure qu'on avance, qu'on n'ait pas besoin de quitter de l'argent vers autre chose pour conserver de la valeur, mais que l'argent en lui-même conserve déjà de la valeur. C'est ça le but des crypto-monnaies derrière et c'est ça l'objectif qu'on est en train de vouloir atteindre avec la blockchain. Donc ça redéfinit même encore ce qu'on appelle, qu'on est allé dans les 4 principes fondamentaux de la monnaie et on a dit la valeur stable, donc une valeur qui est stable au fur et à mesure que le temps avance, une valeur qui est, bon, c'est facile de transfert, c'est quoi? Il y a une quantité de façon permanente pour satisfaire la demande et tout. Oui, ça, ce sont des principes de l'ancienne monnaie. Mais quand une nouvelle chose arrive, on ne doit pas appliquer les mêmes principes que l'ancienne chose qui existe. Non, une chose peut venir avec de nouveaux principes. Quand la voiture est venue, est-ce qu'on a appliqué les principes du cheval à la voiture? Parce qu'avant, la voiture, on avait les chevaux. Et alors, appliquer les principes de quelque chose qui avait avant à quelque chose qui arrive maintenant, c'est un non-sens. C'est un non-sens. Ça voudrait dire que tout ce qui va arriver après, s'il faut toujours l'évaluer par rapport à ce qui est là, alors on doit toujours avoir les mêmes caractéristiques et on ne va pas évoluer. On sera dans un système qui est stable et on n'évoluera jamais. Donc, la crypto-monnaie arrive avec ses nouvelles objectifs, avec donc son nouvel paradigme, et il faut donc comme ça définir des nouvelles règles qui s'appliquent à la crypto-monnaie. Et une des choses donc qui s'applique à la crypto-monnaie, c'est que l'argent en lui-même soit déjà une réserve de valeur. Une réserve de valeur. L'argent n'a pas besoin d'être forcément stable, comme dans l'ancien système qu'on avait. L'argent lui-même peut être une réserve de valeur. Et alors, posséder l'argent, ça voudrait dire que tu peux transmettre l'argent à la génération future et ça conservera la valeur. Alors qu'aujourd'hui, si tu transmets l'argent à la prochaine génération, alors tu as transféré quelque chose qui perd de la valeur. Donc, voilà un paradigme qui a déjà été changé. La deuxième chose qu'il a dit au niveau de facile de transfert, il a été déjà démontré à plusieurs reprises que la crypto-monnaie reste encore même facile de transfert par rapport à l'argent classique. Avec les SWIFT qui existent, avec les banques, les intermédiaires qui existent, avec autant d'intermédiaires dans le système bancaire, ça rend donc le système bancaire lourd. Donc, même le fait de transfert, donc, même au niveau des transferts, on peut remettre cela en question. C'est facile de transférer quand c'est centralisé parce que oui, quelqu'un va simplement appuyer sur un bouton, ok, là c'est bon, c'est transféré. Alors que quand c'est décentralisé, il faut qu'il y ait un bon nombre de personnes qui vérifient et justement ce consensus peut être lent. Mais jusqu'aujourd'hui, avec ces intermédiaires qui sont coupés, ça fait en sorte que même les crypto-monnaies sont plus faciles de transférer que l'argent. Et c'est pour ça qu'il a été plus facile de transférer quelque chose comme 10 milliards du côté de l'Inde très très rapidement. S'il fallait transférer ces 10 milliards en déplaçant du cash des États-Unis pour l'Inde, les papiers qu'il fallait signer, les régulations qu'il allait avoir pour déplacer, ainsi les tonnes de choses qu'il devait avoir pour déplacer cet argent ne serait même pas encore arrivé à l'heure où nous sommes en train de parler. Donc, quand on parle de la vitesse de transfert, il faudrait effectivement nuancer ses propos. C'est pour ça que j'ai dit, les gens, quand ils lisent des choses, ils doivent prendre la peine d'analyser. Quand on parle même maintenant, ils ont parlé d'un autre aspect, les coûts de transfert. Les coûts de transfert, plus il y a des intermédiaires, plus ça te coupe en frais. Plus il y a d'intermédiaires dans quelque chose, ça veut dire que ces intermédiaires prélèvent les frais parce qu'eux, ils se payent, ce sont des business. Je ne vais pas être intermédiaire d'une transaction et je ne bénéficie rien. Un peu comme le Katika. Quand vous allez jouer quelque part et que vous pariez là et qu'il y a un Katika, à la fin, le Katika prend quelque chose. Le Katika, c'est un intermédiaire. Et c'est la même chose avec l'argent. La même chose avec l'argent quand on veut transférer dans le système classique.
on a des intermédiaires et ces intermédiaires-là se payent. Du coup, les frais de transfert en eux-mêmes sont encore élevés. Alors qu'aujourd'hui, comme il n'y a pas d'intermédiaire dans les crypto-monnaies, les frais sont plutôt moindres. Les 10 milliards que Vitalis Buterin a envoyés du côté de l'Inde, s'il fallait que ça passe par le système classique, on serait en train de payer pas moins de millions pour déplacer cet argent-là. Des millions pour déplacer ces 10 milliards de dollars. Alors qu'avec une seule transaction dans la blockchain, ça fait au maximum, supposons qu'on est même sur la blockchain Ethereum, c'est au maximum $100, disons même $200 pour déplacer cet argent sur la blockchain Ethereum. Ça fait au maximum $100 pour déplacer 10 milliards de dollars. Alors qu'avec le système classique, on serait à plus de millions pour déplacer cet argent. On va donc me dire quel système est plus rapide, est moins coûteux. Donc, quand vous prenez les informations, quand il y a des choses qui arrivent, prenez toujours la peine d'analyser. Et alors, au vu de tout ce que j'ai dit aujourd'hui, vous pouvez vous-même vous poser la question si effectivement la crypto-monnaie est là pour durer ou bien on est à la fin des crypto-monnaies. Chacun peut lui-même tirer la conclusion qu'il arrange. Moi, je ne suis pas en train de dire que vous devez prendre ma conclusion, mais j'ai donné mon analyse, j'ai donné les points sur lesquels je me base. Et alors, c'est maintenant à vous de tirer votre propre conclusion. Merci Elvis pour ces explications très claires, j'allais dire. Je pense que, et tu l'as toujours un petit peu montré, que toi, tu es convaincu par les cryptos. Et je dirais même que tu es un puriste des cryptos. Mais aujourd'hui, pour ma part, je pense que les crypto-monnaies font face à un réel dilemme. Et ce dilemme, c'est la question de la valeur. Et c'est peut-être ça qui va un petit peu couler certaines cryptos et même le Bitcoin. Comment on donne la valeur à quelque chose en se basant uniquement sur une crypto-monnaie? Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Parce que la valeur qu'on produit, par exemple, une voiture, c'est parce qu'on a les matières premières, on a des gens qui ont travaillé dessus, on a tout ce qui vient et après on dit, bon voilà, ça coûte tel montant. Mais malheureusement, et c'est le cas, on ne peut pas le faire aujourd'hui à l'heure actuelle avec une crypto-monnaie. La valeur pour les États, c'est fondamental et c'est très important. C'est parce que c'est dessus qu'ils vont récupérer les impôts, la TVA et qui va faire fonctionner un État. Et nous, ici, on aime bien beaucoup les cryptos. Moi, on ne représente même pas 0,0001% du monde. Avoir même entendu parler des cryptos. Il y a des gens qui veulent juste aller se soigner, vivre et tout. Donc, qu'on le veuille ou pas, cette valeur-là est importante. La notion de paiement des impôts, la notion de prélèvement et tout. Et tant qu'on ne trouvera pas un système entre, on va dire, les monnaies traditionnelles et les cryptos, ou un système hybride, on ne pourra pas. Les cryptos ne pourront pas tout simplement être dans leur monde, à croire qu'un jour ça va aller dans tout le monde entier et sous le contrôle de personne. Ça, c'est impossible. Je pense que dans l'état actuel, peut-être ça arrivera. On peut pas dire quelque chose, mais peut-être ça arrivera. Mais je ne pense pas que c'est dans les 10, 20 premiers, les 30, 40 ans qui vont arriver. Pourquoi? C'est parce que l'État vit des impôts. L'État vit des prélèvements. Et si un jour, l'État n'arrive pas à prélever de l'argent, ça veut dire que le système coule. Et ça, ils ne sont pas prêts à l'accepter. Quand on parle du yuan numérique, là, c'est même plutôt un piège, un gros piège. C'est même plutôt pour vous fliquer encore plus les gens. Et pour voir que est-ce que tel, il a vraiment peut-être tel. Par exemple, imagine, on met l'euro numérique ou n'importe où en France, mais la déclaration d'impôt est beaucoup plus simple. Pour vérifier un petit peu ce que toutes les transactions, c'est beaucoup plus simple. Même aujourd'hui, je peux même prendre de l'argent de la banque, on ne sait même pas ce que tu as fait avec. Mais si il suppose un système où on doit tout tracer et qui est géré par un État et il sait tout ce que tu fais, mais c'est encore beaucoup plus dangereux. Et donc, vu qu'il y a beaucoup de gens qui entendent parler de crypto, ils vont croire que bon, voilà, ça c'est quelque chose d'extrêmement bon pour les gens. Mais non, les États sont en train plutôt d'utiliser ça à leur avantage en disant que bon, comme aujourd'hui on parle des crypto-monnaies, il faut aussi que nous on rentre dans le bain, mais qu'on moule le truc par rapport à par rapport à quelque chose qui va nous rapporter beaucoup plus d'argent. Et donc, le problème du Bitcoin fondamentalement, c'est que dans le monde actuel,
sa valeur est presque inhérente à coller au dollar parce que le dollar existe. On ne peut pas parler de j'ai 20 bitcoins. Ben, ok, mais ça fait quoi? C'est parce que ça vaut tel par rapport au dollar que ça existe. Et c'est utilisé principalement pour le côté spéculatif. Et tant que ce sera ça, les États vont forcément, ceux qui sont entrés les premiers vont beaucoup gagner, mais les États vont mettre le doigt dessus. Donc, pour moi, il faut revenir, et tu le dis souvent, au fondamental. Comment est-ce que la crypto-monnaie peut amener de la valeur dans la vie de tous les jours? Et c'est à partir de cela que on doit trouver un système hybride où les crypto-monnaies et les monnaies de tous les jours cohabitent, coexistent, sans que l'un n'ait peur de l'autre, et que la majorité des personnes comprennent ça et l'utilisent, on pourra aller dans quelque chose d'un petit peu pérenne sur le temps. Sinon, ça va être toujours volatile. Certains s'en sortiront, d'autres ne s'en sortiront pas, vont perdre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est un petit peu ça que je voulais dire. Super, cool. Je vais rebondir sur ce que tu as dit au niveau de la valeur. C'est vrai, c'est très très fondamental de pouvoir évaluer quelque chose par rapport à ce qu'il veut être demain une monnaie. Parce que quand on évalue aujourd'hui les coûts des maisons, une maison, on va dire, ok, ça coûte $10 ou bien ça coûte $20, et ainsi de suite. Oui, c'est vrai. Mais le dollar a combien d'années? Le dollar, c'est 1910. Avant 1910, on évaluait les choses par rapport à quelque chose qui existait. Et quand le dollar est arrivé, on n'a pas directement shifté de toutes les évaluations qu'on faisait pour évaluer directement par rapport au dollar. Le dollar a pris un temps pour s'imposer et après, on a défini comment est-ce qu'on pourra évaluer nos choses par rapport au dollar. Et c'est pour ça que je dis, vouloir avoir toutes les caractéristiques du monde de la finance et tout de la monnaie classique dans les crypto-monnaies aujourd'hui, je pense que c'est un peu tôt. Et le Bitcoin est en train de... Il y a plein de choses qui se sont déjà créées au niveau des crypto-monnaies. Il y a de cela 10 ans, on ne faisait pas ce qu'on fait aujourd'hui avec les crypto-monnaies. Donc, on est en train d'avancer. Et dans cette avancée-là, il y a des choses qui vont se créer. Il y a peut-être même des mesures qui vont se créer par rapport à certaines choses. Donc, je pense que le Bitcoin est encore très, très jeune, tel que les crypto-monnaies en général. C'est très, très jeune. Et on devrait également être peut-être indulgent et aussi patient par rapport à un certain nombre de choses, à certaines arrivées, à certaines avancées par rapport à le monde de la finance classique. Mais je suis certain qu'on va arriver à un moment donné où on pourra évaluer même le prix de la baguette du pain par rapport à la crypto-monnaie. Ça coûte combien de bitcoins? Tu arrives, on te dit, voici le prix de la baguette de pain, ça coûte combien de bitcoins par exemple? On va arriver à cela. Oui, en fait, je voulais ajouter aussi quelque chose à ce que tu viens de dire, Elvis. Justement, les actifs numériques comme les crypto-monnaies sont encore jeunes. Elles n'ont que 10 ans ou 11 ans. En fait, elles essaient de performer, elles essayent de trouver sa place, de résoudre certaines difficultés que les monnaies classiques n'ont pas l'opportunité de résoudre en fait. La tradition de l'État était toujours de prélever les impôts. Sans impôts, on ne peut pas vivre. Ça, on ne peut pas faire vivre un État. Mais il se trouve que si on vous présente la monnaie qui pourrait pas forcément faire évader des impôts, mais qui pourrait créer une certaine transparence. Parce que l'État, en fait, est dirigé par un groupe de personnes. Ce groupe de personnes, aujourd'hui, nous sommes à 400 ans après les premières monnaies. C'est un groupe de personnes, des représentants du commerce, qui font la capitalisation à outrance, en fait, qui contrôlent tout cela. Est-ce qu'on connaît réellement comment sont gérés nos impôts? Et même quand on crée de la monnaie, comment est-ce qu'on hypothèque dans l'avenir d'un millier des jeunes avec ces crypto-monnaies-là? Donc c'est pour ça que même la crypto-monnaie pourrait contribuer à résoudre ce type de problème de préoccupation. L'État s'est déjà transformé en fait en un groupe en fait, de nobles qui collectent la taxe et font ce qu'ils ont à faire, quoi. Mais est-ce qu'ils le font de façon transparente? Est-ce qu'on a résolu le problème de la corruption? Est-ce qu'on peut tracer toutes les transactions?
est-ce qu'on peut tracer l'argent qui a été peut-être collecté à l'OMS pour tel projet en Afrique et aller jusqu'au bout? Est-ce qu'on a vu ces transactions-là? On doit juste dire. Donc, je pense que la crypto-monnaie ou le Bitcoin a encore ces choses à apporter là. Et si on n'a que 10 ans, on sait que d'ici là, des améliorations seront apportées en fait à la blockchain, à la crypto-monnaie, pour que les choses aillent dans la bonne direction. Et qu'en fait, il y a une cohabitation et une adoption massive en fait. Parce que sur l'adoption massive, lui possible que c'est le peuple qui décide, mais l'État est là, mais il y a aussi le peuple. Il ne peut pas en avoir ras-le-bol en fait. Je vais rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, qui est très intéressant. Une petite question. Ouais. Suppose que un pays, par exemple, en Afrique centrale, je ne sais pas trop où, on décide de créer le franc CFA numérique. Ils vendent ça comme c'est une crypto, hein. Donc, toutes les transactions du franc CFA seront traçables. On saura comment l'État camerounais gère ces trucs, et tout. Est-ce que tu serais donc prêt, pour toi, comment tu vois ça? Pour toi, tu lâcherais le Bitcoin pour aller vers ce système-là, parce que c'est aujourd'hui, tout est traçable, tout est propre, tout est clean, ou pas? Comment tu te positionnerais par rapport à ça? Avec un franc CFA numérique, bon, tout ce qui dépend, ça va dépendre en fait de la technologie qui est derrière cela. Quand je dis traçable, en fait, on a des identifiants ou des identités au niveau de nos de comptes ou de transactions en fait. Mon nom n'est pas derrière les transactions que j'ai effectuées avec le franc CFA, si c'est vraiment sur la blockchain. À moins que ce soit une technologie qui est bien encadrée, où on met mon nom là derrière, ou alors on met un identifiant qui permet aux autres de savoir que c'est M. Ghislain qui a fait les transactions ici depuis le Cameroun et il est là, il a des millions ou des milliards de francs CFA. C'est aussi pour créer l'anonymat. Ouais, moi, je pense même que le problème au niveau des États, c'est pas le Bitcoin, c'est pas la crypto-monnaie. C'est un problème de gestion d'abord. En fait, quand on parle même de... La taxe n'est pas un problème pour les crypto-monnaies. Pourquoi? Aujourd'hui, les gens n'ont pas... En fait, aujourd'hui, ce n'est pas que les gens ne veulent pas payer les taxes. Les gens veulent bien payer les taxes. Mais le problème derrière, c'est qu'ils ne voient pas ce que la taxe leur apporte. C'est là le problème. Si les gens voyaient ce que la taxe leur apportait, c'est-à-dire on sait qu'on prélève tant et que derrière on voit les choses qui sont en train d'être faites avec ces prélèvements, les gens n'auraient pas du mal à payer la taxe. Donc même si on entre dans un système de crypto-monnaie et que les prélèvements sont faits et que les développements qui sont faits s'en suivent et que l'utilisation qui est faite s'en suit, les gens n'auront pas de problème avec cela. Moi, je pense pas que les gens auront de problème avec cela. Donc, le problème, ce n'est pas au niveau des crypto-monnaies parce que tant que présentement, on collecte la taxe et que derrière, l'utilisation n'en suit pas, ou bien l'utilisation n'est pas vraiment destinée, n'est pas vraiment faite comme ça devrait l'être, ça veut dire que même si on va dans les crypto-monnaies et qu'on prélève la taxe, on n'aura rien changé. L'utilisation derrière ne servira toujours à rien. Et alors, les gens vont préférer, mais à défaut de prélever une taxe et que ça ne serve à rien, autant mieux on ne prélève pas. Parce que c'est comme si on te dit qu'on te prélève 10 000 pour te mettre la route et tu te lèves on t'a bien prélevé les 10 000, mais chaque jour tu te lèves, non seulement tu n'as plus les 10 000, mais tu dois encore payer la moto, aller dans la rue, payer encore la moto plus cher pour te déplacer, alors que tu as payé 10 000 pour qu'on te construise la route. Autant mieux te laisser tes 10 000 et que tes 10 000 là te servent un peu à amortir, même pour payer le transport que tu payes déjà. Mais par contre, si on te prélève ces 10 000 francs et que derrière, la route qu'on construit te permet de réduire tes coûts de moto que tu prenais, si tu prenais parfois 200 et que comme on a construit la route, tu payes maintenant 150, alors les 10 000 qu'on t'a prélevés pour la taxe auraient servi à quelque chose. C'est ça le problème en fait. Ok, on va aussi permettre aux uns aux autres de réagir. Il n'y a pas qu'Elvis. Je vois Diem qui veut réagir. Véronique.
Moi, Même Elvis, moi, je suis déjà parti. Je vais déjà vous laisser. Il est à 2 heures ici. Donc, Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a une question? Les questions alors? Bonsoir, bonsoir à tous. bonsoir, bonsoir. Je vous écoute avec vraiment beaucoup d'intérêt parce qu'on apprend tous les jours, on apprend vraiment tous les jours. Moi, ma logique est simple. Hein. Vraiment, tout ce que Elvis raconte là, pour moi, c'est juste des arguments pour convaincre, mais ma logique est simple. Le Bitcoin a déjà une capitalisation vraiment énorme. Une capitalisation qui fait un peu du bras de fer avec de l'or et tout cela. Et je pense que, moi je conclus en disant que quelque chose d'aussi énorme ne peut pas chuter ou alors disparaître d'un coup. Les États vont faire ce qu'ils auront à faire, mais on va continuer d'investir. Ceux qui croient au Bitcoin, ceux qui croient aux crypto-monnaies, ceux qui voient l'utilité, vont continuer les investissements et plus les gens vont s'y intéresser, plus cela va prendre de la valeur. Et les gouvernements vont suivre. Ils vont juste trouver des stratégies pour essayer de contrôler, parce que je pense que c'est le véritable problème des États. Comment faire de telle sorte que les crypto-monnaies leur profitent à eux? Comment tirer profit de cela? Et je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas encore trouvé la bonne stratégie, la stratégie de contrôle de cela que le Bitcoin aujourd'hui va dans tous les sens. Et c'est normal parce que c'est quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, par exemple, lorsque tu parles de Bitcoin à quelqu'un, lui voit d'abord en cela de l'arnaque. Il ne comprend pas. Pour quelqu'un qui ne fait pas assez de recherche, il ne va pas comprendre comment son argent est en train de baisser et d'augmenter du jour au lendemain. Et si la personne n'est pas convaincue de ce qu'il fait, il dira très facilement que cette affaire, c'est de l'arnaque. Donc, je pense que avec le temps, les gens, le peuple va comprendre ce que c'est que la crypto-monnaie. Ils vont comprendre leur force et l'État va suivre. Parce que à la fin, c'est le pouvoir, c'est le peuple qui a le pouvoir. Hein. Si la majorité des gens adoptent la crypto-monnaie, l'État va juste essayer d'encadrer. Je prends l'exemple c'est au Mali où le peuple est sorti. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? L'État a juste suivi. Moi, c'est comme ça que je comprends le Bitcoin. Je ne cherche pas à épiloguer sur, je sais pas, sur tel État a fait ci, tel État a fait ça. Non, je me dis c'est quelque chose qui profite au peuple. En 10 minutes, tu envoies de l'argent à quelqu'un très facilement. La personne reçoit et à moindre coût. Une fois que le peuple va comprendre ce principe, ça sera bon. Les choses vont aller de l'avant. Et les États améliorer le système pour que cela, pour qu'ils en bénéficient. Donc, c'est un peu ce que, de manière générale, que je pense du Bitcoin, quoi. En fait, on croit à une régulation positive en fait, de la crypto-monnaie. On sait que ça va se faire. Les régulations positives, en fait, permettraient de cette coexistence-là. Donc, c'est-à-dire les banques centrales perdraient peut-être un peu de pouvoir, mais ayant trouvé le moyen de taxer cette activité, ou de taxer cette monnaie, ou alors les transactions qui s'y passent, il y aura quand même une régulation positive qui sera aussi adoptée par le peuple, en fait, par la communauté derrière les cryptos. Donc, c'est une régulation positive qu'on attend, en fait. Et moi, je me dis, depuis un certain temps, même comme il y a des nouvelles qui tombent de ce côté, tous ces géants-là étudient, en fait, étudient le système de comportement de ceux qui investissent, l'adoption de la communauté, et ceux de comprendre aussi mieux la technologie, parce que il faut trouver le moyen de taxer de façon efficace, en fait.